Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la sortie de 4D 20R10. Nous espérons que vous avez tous passé un très bel été et que vous êtes prêts pour cette dernière ligne droite. Encore une fois, cette fois encore, voilà, nous risquons d'être un petit peu, de dépasser un petit peu le temps qui nous est imparti, parce que simplement nos équipes ont préparé un contenu tellement riche et passionnant que voilà, on pense que ça vaut quand même la peine de prendre une petite demi-heure de plus pour vous montrer tout ce qu'on a à vous montrer. Donc si tout le monde est prêt, eh ben c'est parti. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et de voir les nouveautés de cette R10, nous voulions vous montrer, ou plutôt vous faire entendre, tout ce que pensaient de cette nouvelle version les personnes qui ont pu tester cette R10 en avant-première. Nos bêta-testeurs n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont déclaré que cette version était révolutionnaire, qu'elle transforme complètement la manière de travailler avec les entités. Certains y voient le début d'une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle. D'autres ont même souligné que les événements rendaient les choses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus nuancées et qui permettaient de résoudre des problèmes vraiment concrets qu'on pouvait retrouver dans le monde réel. Et même ceux qui sont encore en train d'explorer ces nouveautés, ces fonctionnalités, ont déclaré qu'elles étaient vraiment prometteuses. En fait, ce type de commentaire nous indique que ces changements ne sont pas seulement théoriques, mais vraiment qu'ils ont déjà un impact sur des projets concrets. Et ça, pour les équipes de 4D, c'est euh, hyper important. Jetons un œil au programme d'aujourd'hui. Alors, nous commencerons d'abord par parler de l'IA pour 4D, donc l'intelligence artificielle pour 4D. Nous passerons ensuite à 4D Codely Pro. Nous aborderons par la suite les améliorations en matière de développement, donc dans 4D. Et puis nous terminerons par les nouveautés qui concernent le déploiement de vos applications. Tout au long de la session, vous assisterez à des démonstrations afin de bien voir concrètement et de comprendre comment ces fonctionnalités fonctionnent dans la pratique. Mais avant tout, un petit rappel que je me permets. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions et réponses. Donc vous avez le chat d'un côté et une section questions-réponses. Cette section-là est plus intéressante, plus facile pour nous pour gérer les questions, savoir est-ce qu'on y a répondu ou pas. Donc c'est vraiment là-dedans que tout se passe pour les questions-réponses. Alors passons maintenant à la première partie. Eh bien, Basma, je te laisse le micro. Merci Bérangère et bonjour à tous. Commençons par l'IA pour 4D. Donc, dans cette version, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités qui rendent l'intégration de l'IA plus directe et utile dans de vrais projets. Mais d'abord, parlons de la recherche par mots-clés. La plupart des systèmes reposent encore aujourd'hui sur la recherche par mots-clés et pour être juste, ça fonctionne. Quand les termes sont cohérents, quand les formulations sont prévisibles et quand tout est écrit dans la même langue. Dans ce monde propre et structuré, la correspondance est vraiment parfaite. Mais les données réelles ne sont pas aussi simples. Si le texte dit réinitialiser le mot de passe ou réinitialise le mot de passe, une recherche pour réinitialisation mot de passe ne correspondra pas. Si quelqu'un écrit corriger le mot de passe, mais que le document dit réparer le mot de passe, c'est perdu. Même de petits décalages comme réinitialiser versus réinitialiser avec un accent bien un ER cassent la recherche. Et le contexte, la recherche par mots-clés ne sait pas faire la différence entre une souris, l'animal, et une souris d'ordinateur. Voilà le fossé. Il voit les mots, mais pas le sens. Et voilà comment ça se traduit pour vos utilisateurs. Ils tapent ce qui a du sens pour eux, comme réinitialiser mot de passe, et obtiennent des résultats hors sujet, dépassés ou pire, aucun résultat. Même si la réponse se cache dans un PDF, un document d'aide ou un autre format, la recherche par mots-clés ne peut pas l'atteindre. Et le plus frustrant, c'est la réponse, il existe. Il n'utilise simplement pas les mêmes mots exacts. Peut-être qu'elle est formulée comme problème de connexion,
ou même rédigé dans une autre langue. L'intention correspond, mais le système, lui, n'arrive pas à faire le lien. Ce qu'il nous faut, c'est une recherche qui comprend le sens. C'est là qu'intervient la recherche vectorielle. Elle ne dépend pas des correspondances exactes. Vous pouvez lui donner du texte, la description d'une image, ou même un extrait de code ou un fichier. Tout fonctionne. Il saisit votre intention, ce que vous essayez de faire, le contexte, comment et où vous posez cette question-là, et les concepts, les idées sous-jacentes derrière vos mots. Que ce soit un guide de réinitialisation du mot de passe, une récupération de compte ou une assistance, je veux dire, vous y accédez sans avoir besoin des mots parfaits. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur exactement? Au fond, un vecteur n'est rien d'autre qu'une liste de nombres, rien de plus, rien de moins. Pensez aux coordonnées GPS. Pour situer Paris, vous ne la décrivez pas avec des mots. Vous donnez deux nombres, la latitude et la longitude. Par exemple, 48, quelque chose et 2,37, c'est tout ce qu'il vous faut pour localiser Paris sur une carte. Pas besoin de mots-clés. Maintenant, si vous prenez ces deux nombres et que vous les placez sur une grille, comme dans un espace de D, vous obtenez un point qui indique exactement où se trouve Paris. C'est ça un vecteur en 2D. Deux nombres qui travaillent ensemble pour définir une position dans un espace à deux dimensions. Et bien sûr, un vecteur ne s'arrête pas à deux nombres. Il peut en contenir beaucoup plus. Pensez aux fruits, par exemple. On peut les décrire selon la douceur, l'acidité et le croquant. Cela nous donne un vecteur à trois dimensions. Par exemple, une pomme obtient un score élevé en douceur, faible en acidité et elle est très croquante. Une orange sera peut-être moins sucrée, plus acide et moins croquante. Les valeurs ne sont pas les mêmes, mais si vous les placez dans cet espace à trois dimensions, les pommes et les oranges se retrouvent quand même proches parce qu'elles partagent certains traits similaires. Et en pratique, les vecteurs ne s'arrêtent pas à trois caractéristiques non plus. Ils peuvent en capturer des centaines, voire des milliers, chacune décrivant un aspect différent du sens. C'est ça qui rend les vecteurs si puissants. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne la recherche vectorielle en pratique, prenons un peu de recul pour comprendre comment on obtient ces vecteurs au départ. Vous pouvez commencer avec à peu près n'importe quel type de contenu. Ce contenu est transmis à ce qu'on appelle un modèle d'embedding. Mais qu'est-ce qu'un modèle exactement? Un modèle, c'est simplement un programme d'IA qui a été entraîné à reconnaître des motifs dans les données. Et dans ce cas, le modèle d'embedding qui a été entraîné dans ce cas, le modèle d'embedding a été entraîné à reconnaître le sens. Pas seulement les mots que vous avez tapés, mais aussi l'intention derrière, le contexte dans lequel ils sont utilisés, l'idée générale et tout ça. Il traduit ensuite ce sens en une liste de nombres, un vecteur qui le représente. Comme ce vecteur provient du modèle d'embedding, on l'appelle un embedding. En d'autres termes, chaque embedding n'est rien d'autre qu'un vecteur de nombres qui capture le sens. Ces embeddings ne sont pas générés par KD, ils viennent de fournisseurs comme OpenAI ou bien Olama, dont les modèles sont conçus spécifiquement pour ce travail-là. Et comme chaque fournisseur entraîne son modèle différemment, la taille et la structure des vecteurs peuvent varier, ce qui veut dire que les résultats de similarité peuvent aussi différer, même en travaillant sur le même contenu. Alors, que peut-on construire avec des vecteurs d'encadrés? On peut construire une recherche sémantique qui comprend le sens, pas seulement les mots-clés, parfaite pour faire correspondre les questions des utilisateurs à la bonne clause légale, à la bonne politique RH ou bien au bon document d'entreprise. On a aussi la reconnaissance d'images qui lie les motifs visuels.
utile pour associer des produits en retail, identifier des pièces en production ou bien aider au diagnostic en santé. On a aussi les recommandations intelligentes qui s'adaptent au contexte de l'utilisateur pour classer des CV, filtrer des candidatures ou bien trier des emails avec des réponses suggérées. Et pour finir, la détection d'anomalies qui apprend ce qui est normal, puis vous alerte quand quelque chose cloche. On pense par exemple à la détection de fraude, aux failles de sécurité ou bien au comportement inattendu dans les systèmes IoT. Alors, maintenant que nous avons vu comment les vecteurs sont créés à partir de textes, parlons de la façon dont 4D met cette puissance directement à la portée de vos mains. Avec 4D20R10, vous disposez d'un tout nouvel objet 4D.vecteur. Et tout commence avec seulement quelques lignes de code. Vous utilisez 4D AI Kit pour appeler le modèle d'embedding d'OpenAI, comme par exemple, comme nous avons vu montrer tout à l'heure. Cela vous renvoie un résultat d'embedding à partir duquel vous extrayez le vecteur proprement dit. Cette façon, il est simple, direct et entièrement natif à 4D. Une fois que vous avez votre vecteur, vous n'êtes pas livré à vous-même. 4D vous fournit des méthodes intégrées pour comparer les vecteurs, prêtes à l'emploi. La plus courante, c'est la similarité cosinus. C'est celle que la plupart des systèmes utilisent pour mesurer à quel point deux sens sont proches. Vous pouvez aussi utiliser le produit scalaire si tout ce qui vous importe, c'est de savoir si deux vecteurs vont dans la même direction. Et puis, il y a la distance euclidienne, quand la vraie question est à quel point sont-ils éloignés vraiment? Alors, oui, c'est des maths sémantiques, mais tout ça est déjà géré pour vous. Pas de moteur externe, pas de couche cachée, pas de code à implémenter ou bien intégrer. C'est juste vous, vos données et un contrôle total et natif. Le tout fonctionne nativement dans KD. Alors, passons maintenant à la démo avec Vanessa, où elle va vous montrer l'analyse intelligente des documents avec l'IA dans 4D Write Pro. Dans mon application, j'ai une liste de documents enregistrés en base de données et je veux permettre à l'utilisateur de chercher facilement à l'intérieur. Jusqu'ici, la recherche par mots-clés semblait être la meilleure solution, mais il y a un problème, il faut taper le mot exact. La recherche par vecteur, c'est différent. Elle se base sur le sens des mots. Si la signification est proche, elle trouve le document même si les mots sont différents. Dans ma base, j'ai plusieurs notes techniques. Je commence par entrer la clé de l'API. Et je cherche les notes qui expliquent comment ajouter une section. Résultat, les notes sont affichées, classées de la plus pertinente à la moins pertinente. Maintenant, je teste avec une faute d'orthographe. Et malgré l'erreur, l'IA comprend ma recherche et affiche en premier les notes techniques sur les images. Allons plus loin, je fais ma recherche en allemand, alors que mes documents sont uniquement en anglais. Pas de souci, les résultats sont toujours correctement classés. Voyons comment ça marche dans le code. On commence par générer un vecteur à partir du prompt, puis on compare ce vecteur à celui de chaque document. Pour ça, on utilise l'algorithme Cosine Similarity. Le document qui obtient le score le plus élevé est le plus pertinent. Et voilà, une nouvelle façon simple et intelligente de rechercher dans vos documents Caderail Pro. Je reprends le micro pour présenter maintenant la démonstration de Basma qui va vous montrer
Comment fonctionne une recherche sémantique d'images dans 4D avec, bien sûr, l'intelligence artificielle. Basma, je te laisse la parole. Bonjour, cette démonstration présente la recherche sémantique avec l'IA en utilisant 4D.Vector et 4D AI Kit. Ici, nous l'illustrons avec des descriptions d'images, mais la même approche fonctionne pour n'importe quel texte dans votre application. Vous pouvez saisir votre clé API OpenAI ici, et si vous ne le faites pas, l'application vous le demandera au moment nécessaire. Voici une matrice d'images déjà enregistrée dans la base de données. Essayons d'abord une requête personnalisée. Si je tape feuille fraîche avec des gouttes d'eau, de pluie ou de rosée et je clique sur appliquer la requête personnalisée, la matrice se met à jour en affichant en haut les images les plus similaires à la description de ma requête. Affinons maintenant. Feuilles d'automne flottant sur l'eau avec des ondulations. Cette fois, les images de feuilles d'automne apparaissent en premier au lieu des feuilles vertes. Les résultats s'adaptent à ma description. Et même si ma grammaire est mauvaise, l'application comprend toujours mon intention. Par exemple, si je tape grosse goutte d'eau sur feuille verte brille. Ce n'est pas un français correct et pourtant, l'application affiche les bons résultats parce que les vecteurs capturent le sens, pas la grammaire. Cela fonctionne aussi entre différentes langues. Si je tape la même requête en japonais, l'application trouve quand même les bons résultats parce que la comparaison se fait au niveau vectoriel indépendamment de la langue. Et si vous n'avez pas de clé API OpenAI, vous pouvez quand même utiliser des requêtes prédéfinies depuis la liste. Elles ont été vectorisées à l'avance et enregistrées dans la base de données, ce qui les rend instantanées sans aucun appel à l'IA. Par exemple, choisissons un monde de jeu vidéo coloré et ludique avec un décor imaginatif. L'application retourne immédiatement les descriptions les plus pertinentes. Vous pouvez aussi téléverser votre propre image. Une fois ajoutée, elle devient consultable comme les autres. Voyons maintenant le code. Je clique sur Trace et j'analyse le flux. Quand je clique sur Appliquer la requête personnalisée, la fonction Calculate est exécutée. Si une requête et une clé API existent, la classe AI Management génère un vecteur pour la requête en l'envoyant au modèle d'embedding et retourne un 4D vecteur. Ensuite, Calculate Vectors parcourt tous les vecteurs de description d'image, calcule les similarités et trie les résultats par similarité cosinus en ordre décroissant. Quand je clique sur Appliquer la requête prédéfinie, l'application lance la fonction Calculate with Selected Prompts. Aucun embedding n'est nécessaire ici. La requête prédéfinie est déjà vectorisée. Elle compare directement ce vecteur enregistré au vecteur des descriptions d'images, puis trie par similarité. Quand je téléverse une image, la fonction Vectorize Image Description est exécutée. L'image est encodée en base 64 et envoyée à OpenAI Vision pour générer deux éléments, une légende et une description. Les deux sont enregistrés avec l'entité image puis transformés en vecteur via AI Management Generate Vector. Ce vecteur est stocké dans la base et dès lors, l'image ajoutée peut être retrouvée grâce à la recherche sémantique. Alors, qu'il s'agisse d'une requête personnalisée, d'une requête prédéfinie ou d'une image téléversée, le processus est le même. Les vecteurs sont générés ou réutilisés, comparés puis classés par similarité. Tout ce qu'il vous faut, c'est un prompt. Merci Basma, c'était topissime. Et pour finir cette section sur l'IA, on a une dernière démonstration présentée par Mathieu, qui est vraiment riche et pratique, voilà, avec des exemples hyper concrets et qui permettent vraiment de bien comprendre cette tri par similarité. Mathieu, si tu es prêt, je te laisse. Détecter des doublons dans une base de données quand on peut comparer des valeurs exactes, c'est facile. Mais détecter des similarités entre des enregistrements, détecter s'ils se ressemblent tout en n'étant pas identiques, ça c'est plus difficile, mais c'est très utile. Par exemple, quand un utilisateur crée une facture dans un ERP pour un client ou crée un contact dans une CRM, eh bien détecter si un client similaire existe déjà, c'est très utile. Quand on crée un incident ou un ticket, est-ce qu'un incident, est-ce qu'un ticket similaire existe déjà en base? C'est intéressant de le savoir. On va regarder aujourd'hui comment 4D et 4D AI Kit peuvent vous aider à apporter ce genre de réponse, ce genre de fonctionnalité à vos utilisateurs. Et on va le voir à travers une démo
qu'on vous mettra à disposition. Donc cette démo, je viens de le dire, elle a été réalisée avec 4D et iKit. On va commencer par la partie données. La démo viendra avec une base de données pré-remplie, mais ces données, elles ont été générées avec de l'intelligence artificielle et je vais vous montrer comment. On va voir ici qu'on peut générer une dizaine de clients. On va les générer par paquet de 5 et on va cliquer sur le bouton générer des clients. Et voilà, on a voulu vous proposer à travers cette démo un moyen de visualiser le modèle travaillé. Ça, c'est rendu possible par de la programmation asynchrone. Et donc, vous pouvez voir dans la partie AI Interactions ici, le prompt qui a été utilisé et on voit le modèle d'intelligence artificielle travaillé. On lui a tout simplement demandé de générer des clients au format JSON et c'est ce qu'on utilise ensuite pour générer les données en base de données. On peut également travailler avec un fournisseur local. Donc j'ai ici Ollama installé sur ma machine et on va utiliser un modèle comme OpenChat ici avec Ollama. On va plutôt utiliser Mistral, tiens, et on va lui demander de générer, alors un peu moins de clients, on va lui demander de générer 5 clients par 2, vous allez comprendre pourquoi. Et on va lui poser donc la même question, mais la vitesse d'exécution va être plus lente qu'avec OpenAI. Donc on le voit là travailler. On va avoir aussi par rapport à OpenAI un écart de qualité. Les données ne seront pas forcément de la même qualité que celles que j'ai pu obtenir avec OpenAI, mais on le voit là à l'écran, ça tient la route. Et donc on va le laisser terminer. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que dans ce travail-là qui est fait, il n'y a aucun échange qui est réalisé dans le cloud. Donc on maintient la confidentialité des données. C'est un point important. Mais si on veut avoir à la fois la confidentialité des données et à la fois les performances, on va pouvoir, dans cette démo toujours, rajouter un autre provider et on va l'appeler Ollama Distant. On dispose là ici d'une machine qui est un peu mieux taillée que mon poste local et on va rentrer ici tout simplement les données et la démo elle se chargera, voilà, de détecter les modèles installés, donc les modèles de raisonnement, les modèles génératifs et les modèles d'embedding. En général, c'est Nomic qu'on utilise chez Ollama. Voilà. Ici, je peux retoucher, si je veux, le modèle de raisonnement par défaut, mais ce n'est pas très important. Voilà. Et on revalide. Et donc, on va voir maintenant comment je vais pouvoir utiliser ce provider distant, puisque ce n'est pas sur mon poste de travail, mais néanmoins, ça reste Ollama, ce n'est pas OpenAI. Donc, je maintiens de la confidentialité. Et on va travailler toujours avec Mistral, et on va lui demander la même chose ici. Et on voit là que le modèle travaille beaucoup plus vite que tout à l'heure. Voilà, on est à 3 secondes 6 ici par client. Tout à l'heure, on était beaucoup plus lent. On peut régénérer par exemple une dizaine de clients 5 par 5. Voilà, et on voit que le modèle travaille très bien, très vite. On est sur une vitesse qui est équivalente à celle d'OpenAI. Et 1 seconde 5 là par client. Alors, avant de continuer dans cette démo, on va éviter d'oublier le calcul des vecteurs, le calcul des embeddings. Et ça, en général, un Ollama en local, il va se débrouiller très bien. Et voilà. Il y a toujours un temps de chargement du modèle, hein, en local comme en distant. Là, par exemple, si je le réexécute, et là, il me recalcule tous les vecteurs sur toute la base.
Voilà, donc là j'ai mes vecteurs et j'ai mes clients. On va donc passer au cœur de cette démo, c'est la recherche de similarité. On va faire une recherche de similarité avec un coefficient de 0,9. Et là on voit que on a retrouvé 90 clients en base de données en 200 millisecondes, donc c'est très rapide. 82 clients qui comportent des similarités. Et on va regarder tout simplement, par exemple, Eric Nguyen ici. Bien, Eric Nguyen, cet enregistrement, il est proche de ces deux autres enregistrements ici. Alors, en quoi il est proche? Effectivement, on a ici un nom et un prénom identiques, mais ici, on a un écart, on a un K à la fin de Eric et on a un accent sur le E. Néanmoins, il a été retrouvé. Ici, l'email n'est pas exactement le même. On a fastermail.co, fastermail.org. Ici, on a fastmail. C'est typique des erreurs qu'un opérateur ferait à la saisie lorsque un client, par exemple, lui donne son adresse email par téléphone. On a ici un petit écart de numéro de téléphone. Ici, on a 0291, 0292. Voilà, ce genre de choses, ce genre de doublons, ce sera difficile de les retrouver en utilisant des moyens et des algorithmes classiques. Mais par contre, avec les vecteurs, vous pouvez les retrouver très facilement. Et plus la similarité va baisser, plus vous trouverez des écarts. Donc si on passe à par exemple, et là vous pouvez ajuster le curseur, une similarité de 0,7, donc là on va retrouver beaucoup de clients, 260 clients qui ont des similarités, et là effectivement ici les clients n'ont plus grand chose à voir en fait. 0,7 c'est pas très élevé en similarité. Si vous remontez 0,94, alors là Jasper Diaz il a beaucoup de fiches similaires, donc certaines ici avec une haute similarité, 0,94, mais là déjà 0,80, Owen Diaz, c'est quand même déjà assez éloigné. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ces calculs de similarité et les résultats qui sont retournés par les opérations de comparaison de vecteurs vont dépendre du modèle de vectorisation que vous utilisez, mais aussi il faudra apprendre à vectoriser de façon intelligente. Là, aujourd'hui, je vectorise la totalité des données de l'enregistrement. On a simplifié pour la démo. Alors, ce genre de fonctionnalité, on l'a évoqué en introduction, c'est utile quand on peut aider et avertir un utilisateur pendant une saisie de fiches client. Donc, on va créer un client qui s'appelle Eric CK Nguyen ici. Et là, on va faire une première recherche de similarité en baissant le curseur. Et là, on va trouver que Eric Nguyen, on a 3 similarités qui sont remontées, mais comme on l'a vu, elles sont très basses, ces similarités. Je vais vous montrer comment ça évolue au fur et à mesure de la saisie. On va indiquer que Eric habite à San José, avec un accent. Et là, on voit tout de suite que les 3 fiches, en fait, la similarité augmente. Et on va donner un email à Eric. Et on va mettre faster-mail.com. Vous voyez que cet email n'existe nulle part ici. Et on va pouvoir refaire un tour de similarité. Et là, on voit qu'on a 0,89. Donc, c'est une bonne similarité. Mais néanmoins, l'email n'est pas du tout orthographié de la même façon. Mais c'est pareil, c'est une erreur qui pourrait être faite assez facilement par un opérateur de saisie. On va pouvoir donner un peu plus d'informations, donc 95-123 par exemple. Imaginons que le code postal, lui, il a été bien saisi. Et là, on retrouve une similarité de 0,91 pour cet enregistrement-là. C'est aussi à vous de trouver les bons seuils pour alerter votre utilisateur en fonction de vos données. Dans cette saisie, ici, il est intéressant de proposer peut-être les 3 premiers enregistrements à l'utilisateur pour l'avertir qu'il est en train de saisir un doublon, malgré le fait que
le prénom n'existe pas tel quel dans la base de données, l'email non plus. San José, on l'a saisi avec un accent, c'est valable pour la deuxième fiche, mais ni pour la première ni pour la deuxième. Ce serait difficile avec un algorithme classique et avec des recherches par des regex par exemple, d'obtenir la même chose. On va regarder comment ça se passe dans le code, mais c'est assez simple, et de toute façon vous disposerez de la démo. Donc on va mettre un point d'arrêt sur la partie de code qui est intéressante. Donc quand je clique sur ce bouton rechercher similarité, en fait je déclenche cette fonction. Et donc on va lui mettre un point d'arrêt ici. Et on va donc cliquer. Voilà. Donc on arrive ici sur ce code et je fais appel en fait à un singleton, vectorizer, qui va calculer un vecteur que je vais récupérer ici. Et ce vecteur, en fait, il est basé sur une chaîne de caractères obtenue à partir du client. En fait, vous la voyez ici, j'ai juste mis bout à bout les valeurs que je connais de ce client. Et c'est ça que je vectorise et que je vais obtenir ici dans cette variable de type vecteur. La variable de type vecteur, c'est un type natif maintenant dans 4D. On va regarder ici un peu plus en détail comment est obtenu ce vecteur. Voilà, ça se passe ici. Ce vecteur, il est tout simplement obtenu en faisant appel à AIKit avec un client d'intelligence artificielle .embeddings.create et je lui passe la valeur. Donc la valeur qu'on a ici, c'est tout bête, c'est la chaîne de caractères qu'on a vu tout à l'heure. Et on va mettre un petit inspecteur sur le vecteur. Voilà. Et j'ai un vecteur ici de longueur 768 que j'ai obtenu avec le modèle nomic de Ollama. Et voilà. Ensuite, ce vecteur, je vais le comparer au vecteur existant de ma base de données, vecteur que j'ai calculé précédemment, on l'a vu. Je vais ici récupérer une similarité en appliquant l'opération cosine similarity. En fait, je compare ce vecteur à celui des clients en base de données. Donc la similarité, on va voir, là ici j'obtiens 0,56. 0,56, ma similarité cible c'est 0,7, on l'a vu dans l'écran, donc je ne vais pas retenir ce client-là. Là évidemment on traite et on compare avec un for each chaque client de la base de données. Avec une prochaine version de 4D, vous pourrez directement faire cette opération dans une requête ORDA qui supportera les vecteurs et les opérations de similarité. Ce sera beaucoup plus élégant. Mais là, pour le moment, ça fonctionne déjà très bien et ça fonctionne déjà suffisamment rapidement. Je construis ici une collection que je retourne tout simplement dans cet écran. On s'approche de la conclusion et cette démo, elle arrive avec quelques bonus. Vous pouvez directement, en choisissant votre provider et votre modèle, générer un client. Voilà, tout bêtement. Là, j'ai généré de toutes pièces un client et ça vous permet de voir encore une fois avec cette partie d'interaction comment est construit ce client. Et vous allez pouvoir comparer comment ça se passe avec d'autres fournisseurs d'intelligence artificielle. On peut ici par exemple utiliser OpenChat. Et voilà, vous pouvez comme ça les comparer. Il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante à proposer, c'est un formatage adresse, et c'est un peu un bonus aussi, mais imaginons que votre utilisateur soit un peu paresseux, qu'il n'ait pas envie de saisir l'adresse dans chacun des champs, c'est parfois fatigant. Et bien là, vous pouvez copier-coller une adresse et la formater. Voilà. Alors vous obtiendrez, et ce sera amusant de le comparer, vous obtiendrez différents résultats en fonction du fournisseur et du modèle que vous choisirez. Ça, c'est à vous de choisir le modèle qui vous convient le mieux, que ce soit chez OpenAI,
puisqu'il y a beaucoup de modèles chez OpenAI, ou que ce soit chez Ollama. Et c'est à vous aussi de bien travailler le prompt, puisque le prompt importe beaucoup. Mais regardez dans le code comment c'est fait, vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier. Vous allez pouvoir fournir des adresses mal faites. Le LLM donc va savoir se débrouiller. Il a extrait de cette chaîne de caractères tous ces éléments. Pour la productivité de vos utilisateurs, c'est une fonctionnalité intéressante. Voilà, on va conclure. On a vu beaucoup de choses dans cette démonstration. On a déjà vu comment utiliser avec 4D et iKit un fournisseur comme OpenAI dans le cloud performant, très efficace, mais aussi comment utiliser un Ollama à distance sur un serveur taillé pour être certain de la confidentialité de vos données. Et on a vu également comment rechercher des similarités floues dans une base de données en s'appuyant sur les vecteurs. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous donnera beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, ça c'est sûr. Merci Mathieu. Alors en fait, 4D20R10 introduit les vecteurs, bien sûr, et donc on a concentré nos démos sur ces vecteurs avec des exemples simples et axés sur la recherche vectorielle. Mais Mathieu vous prépare un webinaire aux petits oignons dédié à l'IA qui ira bien au-delà dans le sujet de l'intelligence artificielle dans 4D. La date sera annoncée très prochainement, donc restez à l'écoute et surtout surveillez vos boîtes mail pour ne pas louper l'annonce. Oui, effectivement, beaucoup d'autres sujets, dont le prochain qui est 4D Codely Pro, avec les nouveautés. Donc d'abord, avant de voir ces nouveautés dans le 4D Codely Pro, je me permets encore une fois un petit rappel. Si vous avez manqué le webinaire 4D Codely Pro avec Thomas Maul, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion. Euh, Pareil, ce replay est disponible sur YouTube. Normalement, vous allez avoir le lien dans le chat. Des centaines de participants en fait se sont joints à nous en direct et la session a vraiment trouvé un écho auprès d'un large éventail de clients. Donc les questions et les réactions étaient vraiment intéressantes. Ce webinaire regorge d'informations pratiques sur la manière d'intégrer des formulaires modernes web dans vos applications desktop 4D à l'aide de 4D Codely Pro. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine de revisionner ce replay. Et concentrons-nous maintenant sur ces nouveautés de 4D Codely Pro en R10. Alors juste les points forts, hein, je vais faire le tour, parce qu'en fait la démo qui suit va vraiment ouvrir un peu plus tout en détail. En premier lieu, on a le gestionnaire, donc les HTTP Handlers, qui sont maintenant dotés d'une interface utilisateur beaucoup plus simple, qui permettent de les configurer de manière plus facile. On a aussi le namespace Codely qui donne accès à des sources d'objets tels que le title ou la location. Alors, title et location, hein, ça permet en fait de mettre à jour le titre de votre page web et de travailler sur le contenu de votre URL. Ensuite, du côté de l'interface du studio, on a le composant des matrices qui offre maintenant un meilleur contrôle sur le comportement de la sélection au sein de la matrice et le date picker, donc le petit widget de calendrier qui permet de définir un contrôle sur des plages de date de manière beaucoup plus simple. On peut maintenant également personnaliser entièrement la barre de recherche dans la boîte de sélection à l'aide des CSS. Et puis, une petite chose qui paraît anodine, mais quand même hyper intéressante, c'est que les utilisateurs reçoivent maintenant automatiquement un message informant sur le statut de la connexion dans la page de Codely. Alors, là, voilà, je suis allée un petit peu vite, mais ne vous en faites pas. Mourad va vous détailler chacune de ces petites de ces ajouts dans la vidéo suivante. Mourad, si tu es prêt, c'est à toi. Salut. Dans cette démo, je vais vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a dans Codely Pro. Commençons par l'HTTP Handler. Dans le vieux HTTP Handler, il y avait beaucoup d'espace non utilisé, mais avec la nouvelle interface, vous pouvez voir plusieurs handlers dans la même vue. Donc j'ajoute mon handler, j'ai un singleton utilities
qu'il y a une fonction hello que je vais exposer dans hello avec le verbe get. Voilà. Je vais confirmer les changements et je vais faire un preview. Et là, je vais appeler la route hello. Et alors, la deuxième fonctionnalité à présenter, c'est le mode de sélection des matrices. Donc là, si je sélectionne ma matrice, j'ai 3 modes de sélection. J'ai Select and Scroll First, Select and Scroll Current et Non-Select. On commence par Select and Scroll First. Donc je sauvegarde, je fais un preview et chaque fois que je change les données, elle va toujours sélectionner la première entité. Voilà. Et la deuxième sélection, c'est Select and Scroll Current. Faire un preview et chaque fois que je sélectionne une entité, elle va toujours rester sélectionnée. Voilà. Et la dernière, c'est Non-Select. Il ne fait pas une sélection. Et quand je fais une recherche, il n'y a pas de sélection. Après, ce qu'on a comme nouveauté, c'est, je vais venir ici, c'est le Kotlin namespace, qui a les informations concernant l'URL, l'URL path et anchor, et aussi le titre de la page. Donc, je vais ajouter une nouvelle page, je vais l'appeler location, pour vous démontrer qu'est-ce qu'on a dans cet nouvel objet. Donc là, sauvegarde, je vais faire un preview. Et comme vous voyez, j'ai l'URL query, c'est un objet qui contient toutes les URL query params. On a l'URL path qui contient le path en tableau. Voilà tous ces segments-là de path qui est représenté dans un tableau. Et l'anchor, c'est quand j'ajoute un hash ici comme new. Voilà, on a l'anchor et je peux ajouter aussi d'autres query params comme new. Et comme vous voyez là, j'ai ces nouvelles objets. Donc, j'ai cette page-là, people, où dans l'init de la page, je prends location.urlQuery.search et je prends le résultat, je le mets dans people. J'ai cette fonction-là, search people, qui fait partie dans la classe people, qui fait un query sur l'entité sélection de people. Donc je vais faire une preview. Donc là, comme vous voyez, j'ai toute la liste. Et je vais ajouter search. Et je vais chercher RUD. Là, voilà. Et là aussi, on a le titre de la page que je peux le modifier et avoir quelque chose custom. Donc là, comme vous voyez, c'est déjà modifié. Mais là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai une Kotlin source et je vais la modifier. Je vais setter la value avec Hello World. Et quand je charge la page, j'aurai ce nom-là. Et je peux le changer aussi. Je peux faire Hello. Et là, quand je recharge, j'ai toujours le titre custom. L'autre chose qu'on a ajouté, c'est l'indicateur de network. Donc, quand je déconnecte là, j'aurai cette barre-là qui me dit que voilà, je suis déconnecté de l'Internet. Et quand je reconnecte, je peux voir que je suis reconnecté. Et après, ce qu'on a, c'est le date range. Je vais ajouter une nouvelle page. Voilà. Donc là, dans l'input de type date, on a intervals. Et là, quand j'ajoute un intervalle, j'ajoute un range. Et je vais sélectionner un range
où seulement ces dates-là, elles seront, c'est, où l'utilisateur peut seulement sélectionner les dates qui sont dans ce range-là, de 8 jusqu'à le 22. Je fais ma preview. Comme vous voyez, seulement ce range-là est sélectionnable. Voilà, ben, ici, je peux avoir plusieurs intervalles et je peux aussi voir ces intervalles, je peux les répéter, je peux faire beaucoup de customisation qui concerne les dates. Ouais, donc ce qu'on a après, c'est la modification des grands arrays. On a ce bouton-là, on peut voir et modifier des objets complexes avec ces éditeurs de JSON. La feature d'après, c'est on peut maintenant styler la search bar de select input. Voilà, j'ai l'accès à ces classes-là, search, search input et search icon, où je peux changer la couleur et je peux styler comme je veux. Donc là, je vais faire un preview et comme vous voyez, mes styles ils sont appliqués ici. Et voilà, tout ce qu'on a comme nouveauté dans Kotlin Pro. Eh ben, merci beaucoup, Morad. Voilà qui conclut donc notre présentation des nouveautés de 4D Kotlin Pro. On va passer à la suite. Changeons de sujet. Parlons maintenant des nouveautés côté développement. Commençons par quelque chose qui peut facilement nous donner mal à la tête. Je veux bien entendu parler des dépendances. Elles peuvent rapidement en fait devenir complexes, en particulier lorsque vos composants dépendent d'autres composants, qui dépendent eux-mêmes d'autres composants, et tout ça en cascade. Avec 4D20 R10, cette complexité donc est gérée pour vous. Vous ajoutez votre composant principal et 4D se charge automatiquement de récupérer tout ce dont il a besoin de manière récursive et de charger tous ces composants de manière récursive. Vous avez des sous-composants, des sous-dépendances, elles sont intégrées automatiquement pour vous. Il faut vérifier les règles sur les versions de ces dépendances, etc. 4D vérifie tout ça pour vous. Il y a des conflits, 4D les résolus pour vous. Vous bénéficiez également d'une meilleure visibilité sur ces dépendances grâce à l'interface donc, du Component Manager ou Dependency Manager qui affiche ce qui est déclaré, ce qui est hérité et d'où proviennent toutes ces dépendances. Donc maintenant, l'arborescence des dépendances de votre projet reste claire, même lorsque votre projet prend de l'ampleur. Parlons maintenant des formulaires dynamiques, parce que la flexibilité reste essentielle dans nos interfaces 4D. Alors que avant et toujours, on a la commande object set data source qui exige des pointeurs comme paramètres. Alors, je fais ça parce que pointer, c'est quand même un fonctionnement qui peut paraître un petit peu rigide à l'heure actuelle. En fait, les nouvelles commandes qu'on a object set data source formula et object get data source formula vous permettent de lier n'importe quelle formule ou expression comme source de données à votre objet de formulaire. Donc, par exemple, form.attribut, les attributs d'une entité ou une notation objet un petit peu plus complexe. Cela permet en fait de rendre vos formulaires plus faciles à réutiliser, vous évitant ainsi de dupliquer à chaque fois la logique, dupliquer votre formulaire, donc de dupliquer la logique, et vous pouvez donc obtenir des interfaces dynamiques directement pilotées par vos données ou par vos règles métiers. Et oui, cela fonctionne également pour les listbox. Vous pouvez spécifier ou récupérer l'expression qui constitue l'élément actuel, le current item de votre listbox, les éléments sélectionnés ou la position. Et tout ça avec des formules. Alors, on va voir maintenant comment ça fonctionne concrètement. Et pour ça, Vanessa présente une brève démonstration de ces nouvelles commandes de sources de données afin que vous puissiez donc vraiment constater à quel point vos formulaires vont devenir encore plus dynamiques et plus flexibles. Vanessa, c'est à toi.
La nouvelle commande object_set_data_source_formula permet au développeur de lier une formule comme source de données des objets du formulaire. En complément, la commande listBox_setProperty permet désormais de définir dynamiquement des expressions pour les propriétés clés d'une listbox, l'élément actuel, sa position ou encore la liste des éléments sélectionnés. Dans cet exemple, nous allons travailler avec une table personne qui contient les champs first name, last name, job et department. Notre objectif est d'afficher ces données dans une listbox et de permettre leur édition à l'aide de champs de saisie. Je commence par définir la source de données de la listbox. Avec object_set_data_source_formula, je peux spécifier une expression qui alimente dynamiquement la listbox. Ensuite, j'utilise listBox_setProperty pour définir l'expression qui renvoie l'élément sélectionné. Je crée ensuite les colonnes de la listbox. Alors ici, rien de nouveau, j'utilise la commande listBox_insert:_formula pour ajouter une colonne avec sa formule d'affichage et object_set_title pour définir le titre de l'entête. Enfin, pour permettre l'édition des données sélectionnées, je crée des champs de saisie à l'aide de la commande object_duplicate. Et pour les lier, j'utilise à nouveau la commande object_set_data_source_formula pour définir une formule comme source de données de chaque champ. Et voilà le résultat. Grâce à ces nouvelles commandes, vous pouvez utiliser pleinement les formules et la programmation orientée objet dans vos formulaires dynamiques. Vous gagnez en souplesse, en maintenabilité et en lisibilité. Tout à fait. Merci Vanessa. Passons maintenant à un sujet hyper intéressant et une grosse nouveauté, c'est les entités dans Horda. En fait, jusqu'à maintenant, si vous aviez besoin de valeurs par défaut lors de la création d'une entité, vous deviez souvent écrire une fonction d'aide dans votre data class telle que create new par exemple. Le problème, c'est que cette fonction, il fallait penser à l'utiliser partout dans le code où vous deviez créer cette entité, une entité de cette data class du moins. Avec 4D20R10, vous pouvez maintenant définir un constructeur directement dans la classe d'entité. Donc ce constructeur s'exécute automatiquement à chaque fois qu'une nouvelle entité est créée. Qu'il s'agisse par exemple d'un timestamp, de l'utilisateur courant, de valeur par défaut, tout se passe en arrière-plan. Vous n'avez plus qu'à appeler par exemple ds.product.new et le tour est joué. Le constructeur est appelé. Plus besoin de solution de contournement, la logique se trouve à un seul et même endroit et s'exécute automatiquement. Vous évitez par ailleurs les erreurs ou les incohérences entre les différentes parties de votre application. L'intégrité des données est garantie dans tous les contextes et surtout, votre logique d'initialisation est centralisée et facile à maintenir, ce qui rend votre code bien plus simple, bien plus sûr et bien plus prévisible. Cela signifie que le constructeur s'exécute automatiquement dans les différents contextes de création. Lorsque vous créez des entités manuellement avec ds.product.new, lorsque vous importez des données à l'aide de la fonction membre FromCollection, lorsque quelqu'un crée un nouvel enregistrement dans le Data Explorer, dans l'explorateur de données, ou même lorsqu'une application cliente crée des données à distance via REST, par exemple. Alors, je sais que vous préférez regarder les démos plutôt que de m'écouter parler, donc je vous propose de rejoindre Marie-Sophie qui part à la rencontre de ce nouveau constructeur. Bienvenue dans cette démo. Je vais vous montrer comment implémenter un constructeur d'entité Horda. Horda permet un accès aux données complètement orienté objet. En Horda, tout est objet, à commencer d'ailleurs par le data store lui-même, ainsi que les data classes, c'est-à-dire les tables. Donc, en Horda, les données sont gérées non pas via des records, mais via des objets entités, et une entité est une instance d'une data class donnée.
Et maintenant, la notion de constructeur est disponible pour ces objets entités. Donc, on va commencer à travailler avec une table product, donc une data class product qui contient quelques attributs. Et sur ce formulaire, on voit qu'on peut créer un nouveau produit. Donc, quand on crée un nouveau produit, la date de création et le commentaire sont préaffectés. Si on regarde l'implémentation qui a été faite, on voit que ça a été géré comme ceci. On instancie la nouvelle entity, puis on affecte les valeurs par défaut des attributs. Donc effectivement, ça fonctionne. Je peux créer un nouveau produit avec cette méthode. Donc le produit est créé. Mais ce type d'initialisation par défaut, maintenant, peut être factorisé au niveau du constructeur de l'entité product. Donc on va commenter et copier d'ailleurs cette implémentation et on va ouvrir la classe d'entité product. Et j'implémente le constructeur. Donc l'implémentation, la syntaxe est la même que pour une classe ordinaire et donc j'adapte le code que j'ai copié. Donc this désigne l'instance courante de l'entité, donc j'affecte une valeur par défaut à l'attribut stamp ainsi qu'à l'attribut comment. Et si on reteste le formulaire, donc on voit en créant un nouveau produit donc que ça fonctionne, j'ai bien mes valeurs par défaut d'attributs. On peut poursuivre la création du produit. Voilà, pas de problème, tout fonctionne normalement. On peut même vérifier les données dans le Data Explorer. Et maintenant, on peut voir aussi, ce que je vais vous montrer, c'est que cela ne s'applique pas uniquement à l'appel de la fonction new pour instancier une nouvelle entité. Cela s'applique à toute création de nouvelle entité sur le serveur, quel que soit le moyen de la créer. Donc si maintenant j'ouvre Postman et que je prépare donc une requête REST pour poster au serveur REST des données pour créer une nouvelle entité produit, donc via cette API méthode update, je poste ces données et je vois donc qu'une nouvelle entité a été créée et les attributs stamp et comment ont bien été initialisés par défaut. Et maintenant un dernier test pour voir ce qui se passe si on envoie au serveur un attribut qui est lui-même initialisé par le constructeur. Donc c'est ce que je fais ici, donc en postant également une valeur pour l'attribut comment qui est initialisé par le constructeur. Donc j'envoie la requête et on peut vérifier donc dans les données que ce produit a bien été créé, mais le constructeur a conservé la valeur envoyée par le client. Donc en conclusion, on voit que l'implémentation du constructeur permet une gestion des données encore plus orientée objet et l'initialisation de valeurs d'attributs peut être maintenant centralisée à un seul endroit et permet donc une optimisation du code. Merci d'avoir écouté cette démo. Merci à toi surtout, Marie-Sophie. Alors passons maintenant à une fonctionnalité, toujours dans le même registre, qui concerne les événements Horda. Grosso modo, on pourrait les comparer aux triggers classiques sur les tables. À partir de 4D20R10, nous ouvrons donc un nouveau chapitre, les événements sur les données en mémoire. Par exemple, dans le cas d'interaction de l'utilisateur au sein d'un formulaire. Le premier de ces événements à faire son apparition est l'événement touched. La couche d'abstraction Horda peut désormais réagir à toute modification apportée aux données en mémoire sur une entité. Alors, qu'est-ce que cela nous ouvre comme possibilité? Eh bien, on peut parler de validation et formatage en temps réel avant l'enregistrement de l'entité en base de données. Donc, vous pouvez nettoyer, valider, formater les données dès qu'elles sont saisies, sans même attendre que le formulaire soit soumis. On parle aussi de logique centralisée. Donc, au lieu de disperser la logique entre plusieurs événements de formulaire, vous pouvez désormais la centraliser dans votre data class. Et enfin, une optimisation des requêtes indexées.
Vous pouvez donc mettre à jour les attributs scalaires dès que les données sont modifiées, ce qui les rend consultables donc avec le support des index, au lieu de recourir à des évaluations qui pourraient être plus lentes, basées sur des formules. Ce dernier point est particulièrement utile dans les cas où les requêtes impliquent des comparaisons entre plusieurs attributs, qui ne peuvent pas toujours utiliser des index. Donc avec cet événement touched, vous pouvez précalculer et stocker le résultat dans un champ scalaire, dans un attribut scalaire, puis le consulter efficacement. Pour plus de détails techniques, on va vous donner vous avez les liens sur les slides, bien sûr, et dans le chat également, le lien vers la documentation liée à cet événement, Touched, et surtout pour aller encore plus loin. Vous pouvez également définir des événements Touched, mais sur des attributs spécifiques. Donc, cela vous permet de contrôler précisément la logique qui s'exécute lorsque les utilisateurs interagissent avec un de ces attributs spécifiques, comme le montre l'exemple sur la diapositive. Et ce n'est qu'un début, hein, bien sûr. D'autres événements sont prévus pour les versions futures pour vous offrir encore plus de contrôle. Alors, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire sur cet événement Touch, je laisse à nouveau la main à Marie-Sophie pour que vous puissiez voir comment fonctionne cet événement en action. Bienvenue dans cette démo. Je vais vous montrer comment, grâce à Orda, on peut détecter des changements de valeur d'attributs sur des entités qui sont en mémoire. Si on prend par exemple la modification d'un produit, en général, le parcours utilisateur va charger le produit à modifier en mémoire, le présenter à l'utilisateur qui va interagir avec les données via une interface, puis enfin, l'utilisateur va probablement cliquer sur un bouton Save et les données seront persistées en base. Donc Orda met à disposition maintenant la notion d'événement sur ces données présentes en mémoire. Le premier événement disponible, c'est l'événement Touched, qui permet de détecter si un attribut a changé de valeur ou si un attribut quelconque d'une entité a changé. Donc on va commencer par travailler avec la data class product qui possède donc des attributs cost price, retail price, donc prix de revient, prix de vente. Et on a implémenté dans la classe d'entité un attribut calculé, margin, qui est un booléen, et qui permet de savoir si une marge est réalisée ou pas sur le produit. Sur ce formulaire, on voit donc qu'on a 3 produits. J'en sélectionne un. Je modifie le retail price et on voit donc que cet attribut margin, effectivement cet attribut calculé est mis à jour, donc ce qui est normal, ça fonctionne. Mais si on y regarde d'un petit peu plus près pour ce cas et qu'on regarde l'implémentation de la query sur cet attribut calculé, on voit que cet attribut repose sur la valeur de 2 attributs de la data class, l'un par rapport à l'autre. Donc la query est résolue par un eval, par une formula, ce qui rend impossible l'utilisation d'un index pour requêter cet attribut margin. Donc c'est un bon exemple ici pour utiliser l'événement touched. Donc je vais d'abord créer un véritable attribut sur la data class product. Donc si on retourne dans la structure, je vais créer un attribut margin down, qui est donc lui aussi un booléen. Voilà. Et l'idée, c'est que cet attribut soit mis à jour à chaque fois que le prix de revient ou le prix de vente change. Et l'événement touched permet de détecter ceci. Donc je retourne dans la classe entité et j'implémente un événement touched. Donc un événement est implémenté comme une fonction avec le mot-clé event et j'implémente cet événement d'abord pour l'attribut cost price, prix de revient. Donc la règle, c'est celle-ci. Si le prix de vente est supérieur au prix de revient, à ce moment-là, on va positionner l'attribut margin down à true. Et dans le cas contraire, donc, ce sera false.
Donc cet événement touch va être déclenché à chaque fois que l'attribut costPrice change en mémoire sur une entité. Et j'implémente également cet événement pour l'attribut retail price. Donc j'ai simplement le nom de l'attribut à changer. Donc à chaque fois que l'un des deux attributs va changer, ces événements vont être déclenchés et mettre à jour l'attribut margin down. Donc sur le formulaire, j'ajoute simplement une colonne dans la list box pour qu'on puisse voir ce nouvel attribut margin down. Donc je change la valeur de la colonne. Je lance le formulaire, je sélectionne un produit et je vais modifier le retail price de sorte à ce que l'attribut margin down soit modifié. On voit que cet attribut a immédiatement été mis à jour en mémoire. Il pourra donc, lui, être requêté de façon tout à fait normale et surtout optimisé grâce à son index. On voit également donc dans le Data Explorer que nos données donc, sont correctement mises à jour. Maintenant, si je modifie ce produit via le serveur REST, on va regarder ce qui se passe. Donc avec l'API méthode égale update, je vais donc cibler donc le dernier produit qu'on vient de créer grâce à sa primary key et donc je baisse le retail price de façon à ce que l'attribut margin down change de valeur. Donc je poste la requête et je rafraîchis les données ici. Donc on voit que cet événement touch a bien été également détecté par le serveur dans ce cas-là. Donc en conclusion, on constate que l'implémentation de cet événement touch permet une préparation et la mise en cohérence des données bien en amont de l'action de save avec du code factorisé. Et évidemment, il est destiné à exécuter du code plutôt léger, pas trop consommateur de ressources, dans la mesure où cet événement peut être déclenché assez souvent à chaque fois que la valeur des attributs change. Merci d'avoir regardé cette démo. Merci Marie-Sophie surtout parce que c'est vraiment ça va vraiment changer la donne en fait sur la manière dont on va coder nos applications. Alors, si vous vous demandez comment cet événement touch en fait, réagit et se comporte sur les différentes architectures, en client-serveur, en REST, sur les data stores distants, etc., n'hésitez pas à consulter l'article de blog envoyé dans le chat pour euh, analyser de manière approfondie en fait, son comportement sur le réseau. Alors, on va continuer. On va passer maintenant à une nouveauté du côté des améliorations réseau. Avec 4D20R10, la classe TCP Connection introduit une nouvelle propriété, donc la propriété Connection Timeout. Concrètement, elle vous donne le contrôle total sur le temps que 4D doit attendre pour établir une connexion. Si ce délai est dépassé, la connexion sera interrompue, fini les blocages ou les gels interminables. Cela porte immédiatement trois avantages. Vous pouvez définir des seuils de latence pour garder votre application réactive. Les requêtes trop longues ou bloquées, eh bien, elles seront automatiquement arrêtées. Et puis, vous pouvez récupérer rapidement après une erreur réseau au lieu d'attendre indéfiniment. Bref, c'est une petite ligne de code, mais un grand pas en avant pour des performances et pour l'expérience de vos utilisateurs. Parlons maintenant d'un élément qui vient un peu parachever un certain tableau du côté du réseau dans 4D. Avec 4D20R10, nous avons ajouté la nouvelle classe UDP Socket qui s'appuie sur TCP Connection introduit en R8 et TCP Listener en R9. Cette nouvelle classe, elle vous apporte le support complet des communications UDP dans 4D, aussi bien côté client que côté serveur. Alors, pourquoi utiliser UDP, me direz-vous? Eh bien, parce que c'est léger, sans connexion persistante, pas de lien continu, pas de garantie de livraison non plus. C'est pensé pour des scénarios fire and forget. Ce qui le rend idéal pour des cas d'usage comme les objets connectés, le monitoring en temps réel, la diffusion d'informations à de nombreux clients en même temps, rapidement et efficacement. Donc, vous bénéficiez aussi de la prise en charge d'opérations asynchrones et préemptives. Et en fait, tout ça en fait un remplacement moderne du vieux plugin Internet Commands.
Et bien sûr, tout cela, c'est 100% natif dans 4D. Voyons maintenant comment ça fonctionne en pratique, en commençant par le client UDP. Construire un client UDP, c'est vraiment simple. Il vous suffit d'un objet UDP Socket et de renseigner une IP et un port de destination. Pour envoyer un message, il suffit simplement d'utiliser la fonction send de la classe UDP Socket. Et voilà, votre propre classe client UDP est prête à l'emploi. Vous pouvez maintenant envoyer des messages à un serveur UDP. Aucune réponse n'est attendue, aucune connexion spécifiquement n'est nécessaire. C'est vraiment une approche Fire and Forget. Puisqu'on parle du serveur UDP, eh bien pour en construire un, vous allez utiliser exactement la même classe native UDP Socket avec un port d'écoute. Et lorsqu'un message arrive, votre callback en data est déclenché automatiquement, ce qui vous permet de traiter les données immédiatement. Tout cela fonctionne de manière asynchrone, préemptive, et ce qui permet à votre application de rester réactive. Et vous pouvez même donc exécuter votre serveur UDP dans un worker pour qu'il soit totalement isolé et toujours à l'écoute. Voilà, on va passer maintenant un peu au pas de course, parce que l'heure tourne, à une autre amélioration clé de 4D20R10, et je veux parler du typage plus strict des objets basés sur les classes. Alors, jusqu'à maintenant, 4D se contentait de vérifier si quelque chose, un objet était un objet, en fait, mais ça ne suffisait pas pour éviter des erreurs logiques. On pouvait affecter un objet sans aucun rapport, comme par exemple un shelter, un abri, à une variable qui attend en fait un animal, et ne s'en rendre compte que bien plus tard, à grand fracas. Alors désormais, 4D vérifie le type réel de la classe à la compilation, mais aussi pendant la saisie dans l'éditeur. Le résultat, c'est que si vous essayez d'assigner un mauvais type, maintenant, vous obtiendrez une erreur, comme on le voit là à l'écran. Les grands bénéfices à la clé, vous les imaginez bien. Déjà, une autocomplétion plus intelligente basée sur le type de la classe et des contrôles plus stricts à la compilation et à l'édition pour détecter les erreurs au plus tôt. Et ce n'est pas limité aux variables ou aux fonctions, ça s'applique aussi directement à votre modèle de données. Dans l'éditeur de structure, vous pouvez maintenant associer une classe spécifique à un champ objet, par exemple, complètement au hasard, et je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais on peut, par exemple, désigner qu'un attribut est de type vecteur, 4D.vecteur. Ça, c'est très utile quand on veut faire un petit peu de recherche vectorielle, confère tout ce qu'on a dit en début de webinaire. À partir de ce moment-là, 4D ne voit plus simplement un objet, il sait que c'est un vecteur, et donc on aura accès très rapidement à toutes ces méthodes et ses propriétés associées. De la conception à l'exécution, donc tout reste maintenant cohérent et sécurisé au niveau du typage. Et dans l'éditeur, vous bénéficiez immédiatement de l'autocomplétion basée sur la classe déclarée. On continue et on va parler maintenant des UUIDs. Jusqu'à présent, 4D générait des UUIDs en s'appuyant sur des fonctions système, généralement en version 4. Ils étaient complètement aléatoires. Et ça, c'est parfait pour garantir l'unicité. Mais ce n'est pas très pratique si vous voulez trier vos données ou savoir quand quelque chose a été créé. Avec 4D20R10, ça change un peu. Les UUID sont maintenant générés en interne et vous pouvez choisir de les avoir en version 7, ce qui va inclure un préfixe basé sur un horodatage. Résultat, vos UUIDs ne sont plus simplement aléatoires, ils deviennent triables chronologiquement. Pourquoi c'est important? Parce que désormais, les nouveaux enregistrements que vous aurez en base, ils peuvent apparaître naturellement dans leur ordre de création. Plus besoin d'ajouter manuellement des champs de date ou une logique de tri. C'est particulièrement utile pour les cas comme des journaux, des logs, un suivi de création d'entités ou toute forme de liste ordonnée. Et comme le redatage va jusqu'à la microseconde, vous gagnez en précision par rapport à la commande timestamp traditionnelle. Par défaut, 4D utilise toujours des UUID en version 4. Et pour activer le tri chronologique, eh bien, passez en version 7, soit dans les paramètres, soit en passant
la valeur 7 à la commande generate UUID. Et on va vous montrer ça à travers une dernière démo. Bonjour à tous. Cette démo va vous montrer comment 4D gère les UUID en version 7. Pour rappel, les UUID sont des entiers 128 bits, généralement représentés en format hexadécimal. Jusqu'ici, 4D utilisait les fonctions système pour calculer les UUID, qui s'avéraient être en version 4. Avec 4D 20R10, 4D calcule lui-même les UUID afin de maîtriser la version générée. Si je clique sur ce bouton, je vais générer des UUID en version 4 avec leur séquence de création. Quand je clique sur un élément, je vois la version de l'UUID. Le contenu des UUID version 4 est presque complètement aléatoire. Le tri sur un UUID V4 est donc aberrant, comme on peut voir ici. La séquence de création n'est pas respectée. Par contre, les UUID version 7 sont préfixés par un timestamp. Si je génère les UUID V7, je peux constater que je peux les trier de façon cohérente. Comment ai-je créé ces deux versions du UUID? C'est très simple. Je clique sur le bouton Trace pour voir le code. En version 4, c'est la même commande Generate UUID que vous utilisez actuellement. Pour la version 7, on passe simplement la valeur 7 à la commande Generate UUID. C'est donc très simple, et cela pérennise vos développements. Du côté de la base de données, la version 4 est toujours utilisée par défaut pour les champs UUID automatiques, comme on peut voir ici après avoir généré 10 enregistrements avec leur séquence. Si je veux passer en version 7, j'ouvre simplement les paramètres de structure et je sélectionne la version à utiliser. Il me suffit juste de redémarrer mon projet. Je recrée des enregistrements. Ils sont maintenant en version 7. C'est très simple, non? J'espère que cette démo vous aura aidé. À bientôt! On va parler maintenant d'une amélioration pratique dans 4D NetKit, celle de la gestion des calendriers. Alors, vous pouvez désormais gérer vos événements directement depuis votre code 4D via les API Google Calendar ou Microsoft 365. Donc, vous pouvez créer des événements de façon programmatique. Fini les saisies manuelles. Il vous suffit de définir les détails de votre événement et d'utiliser la fonction Create Event. Ça fonctionnera de la même manière dans les deux mondes. Et puis, vous pouvez mettre à jour vos événements, par exemple, ajouter ou retirer des participants sans avoir à les annuler ou les recréer. Donc, il vous suffit pour cela d'utiliser Update Event. Les modifications se synchronisent instantanément. Et enfin, vous pouvez supprimer des événements avec Delete Event. Et c'est pratique pour les nettoyages ou les annulations. Tout cela, ça vous permettra de garder vos calendriers à jour et votre équipe synchronisée sans jamais quitter 4D. On va passer maintenant aux nouveautés liées au déploiement, puisqu'on a quelques améliorations qui vont vous faciliter la vie lors de la distribution de vos applications. Je veux surtout parler de l'intégration automatique de licences de déploiement lors du build de vos applications. Vos builds vont pouvoir devenir davantage portables, versionnés, prêts à l'emploi sur n'importe quelle machine. Fini de modifier les chemins de licence ou de tout configurer manuellement. Alors, voyons les différentes options qui sont à votre disposition maintenant dans le build d'application. La première, celle par défaut, aucune licence ne sera incluse. Dans ce cas, les utilisateurs devront enregistrer une licence au lancement de l'application. C'est parfait si vous déployez manuellement ou si vous laissez la gestion des licences à l'utilisateur final. Seconde option, c'est l'option de produire une application d'évaluation, idéale pour les démos ou des tests rapides. Aucune licence n'est nécessaire, il vous suffit de construire, de builder et d'exécuter. Ensuite, on va parler de l'intégration automatique de licences. Ici, 4D va vérifier votre machine pour trouver les licences de déploiement valides et les inclure directement dans l'application. Vous n'avez rien à spécifier manuellement. Rien n'est inscrit en dur dans les paramètres du build et donc le fichier relatif sera plus propre et plus facile à réutiliser ou à partager avec votre équipe. Et enfin, pour terminer, si vous préférez avoir un contrôle total, vous pouvez définir manuellement quelle licence intégrer. Ça fonctionne donc exactement comme avant et
C'est pratique si vous voulez respecter une configuration précise ou vous en tenir à une liste connue et finie. Profite aussi de ce moment et avant de se quitter pour vous annoncer donc un prochain webinaire, donc qui ne sera pas un webinaire de feature release, mais qui sera un webinaire donc dédié au formulaire 4D avec CSS, hein, donc qui sera animé par Vanessa. Vous y apprendrez comment mettre en œuvre des CSS pour mieux concevoir des interfaces utilisateurs plus belles que jamais. Donc, ce sera le 25 septembre prochain pour la mouture en français. Il y a aussi 2 moutures en anglais, dont on vous partagera éventuellement les dates si vous souhaitez les avoir en anglais plutôt qu'en français. Voilà, je vous recommande de vous rendre à ce webinaire parce que les CSS, c'est un sujet intéressant et important. Alors, on a une petite question qui arrive. Est-il prévu d'ajouter une fonction after? J'avais lu after shave, mais c'est after save, excusez-moi, et after delete. Oui, ça vient. Ça vient. Je sais plus. On en a plein des événements qui arrivent. On va tous les faire. Voilà. Et ce sera, je sais pas, ça sera normalement pas dans une prochaine version de 4D. Normalement, c'est dans la prochaine. Je sais pas si, vous savez, on livre en train de release. Je sais pas s'ils seront tous terminés, mais vraisemblablement la plupart. Là, quelqu'un nous dit bon boulot. Ben, merci, parce que c'est du travail. Il ne faut pas l'oublier. Et merci à toute l'équipe, à Bérangère, à Basma, et puis à tous les product owners de l'équipe et à tout 4D. Voilà. Aujourd'hui, c'est très lyrique. Et merci Oui. à vous qui êtes venus vous connecter et nous écouter aujourd'hui, malgré notre dépassement horaire. Comme d'habitude, vous en aurez davantage sur le blog. Et puis voilà, merci. Merci d'être venu. Merci à tous. Et, Merci. Et puis à merci. très bientôt, hein. Merci tout le monde. À Bye bientôt. bye. À bientôt. Bye bye.